Alors c'est vrai qu'il y a une question, c'est quand même un sujet assez costaud quand même. À quel moment tu as perçu, tu as eu envie de parler de ça? Et pourquoi? Enfin, si c'est... En fait, au départ, je suis partie d'une phrase de fait divers qui disait une jeune femme emprunte l'enfant de sa meilleure amie et fait croire à un homme que c'est le sien. Et c'était juste une phrase, c'était un tout petit comme les dépêches, quoi. Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que je me suis dit tout de suite, tiens, il y a une grande histoire d'amitié sûrement dans ce fait divers. Et je trouvais très beau l'idée de raconter le bouleversement d'une amitié et en même temps la possible naissance d'une histoire d'amour autour d'un même mensonge. Donc finalement, le mensonge allait évidemment être tragique, mais en même temps qu'il y avait peut-être du vrai qui émergeait du mensonge et que c'est là que les histoires de mensonges deviennent complexes et c'est là que c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Et donc je me suis emparée de cette petite phrase et après j'ai vraiment laissé libre cours à la fiction, à mon envie de créer des personnages sans chercher forcément à coller aux faits divers du tout. Voilà. Comment vous êtes rencontré avec Younes? À quel moment donné tu as eu envie de lui proposer de participer à ton film? En fait, pour le rôle de Jonathan, on a passé des essais avec plusieurs comédiens. Et c'est vrai que dès que j'ai vu Younes, j'ai trouvé qu'il apportait une vraie force et une vraie personnalité au personnage. Et je trouve ça d'autant plus important dans des rôles qui justement ont peut-être moins de scènes à l'écran, d'avoir un comédien qui va tout de suite imprimer la pellicule, quoi. Même si on n'était pas en pellicule, mais on comprend, quoi. Parce on est très impressionné par la présence de cette comédienne qu'on adore tous, hein, qu'on avait découvert dans les films de Keshish, et qui est Afsia Hersi, qui est aussi cinéaste aussi, parce qu'elle a fait 2 longs métrages, et elle est venue à l'Omnia 2 fois présenter ses films, Afsia. Elle a une présence, mais pas possible. Comment tu travailles avec elle? Ça m'intéresse de voir comment tu as pu travailler avec elle. En fait, Afsia, ce qui était très beau déjà, c'est que quand je lui ai envoyé le scénario, elle l'a lu en 24 heures, ce qui est très très rare pour des comédiens et comédiennes, certainement parce qu'elle est aussi réalisatrice et qu'elle sait ce que c'est que l'attente quand on envoie un scénario. Et en fait, ce qui a été très beau, c'est que déjà, quand je l'ai eue au téléphone, elle m'a appelé le lendemain, je la connaissais pas, et moi j'ai voulu l'abreuver de paroles sur le personnage, sur le film, etc. Et elle m'a arrêtée très vite et elle m'a dit, en fait, j'ai tout compris, je la comprends parfaitement, Lydia, il y a quelque chose il y avait quelque chose, elle m'a jamais dit quoi, je sais même pas si elle sait, mais il y avait quelque chose du personnage qui était rentré très fortement en écho avec elle. Et ensuite, du coup, en même temps, ce qui représentait un petit peu un défi, parce que je voulais que le rôle soit quand même un défi pour une comédienne comme ça, et soit pas la redite de quelque chose, c'est que je trouvais je l'avais rencontrée, je l'avais vue dans La Grenelle Mulet, je l'avais vue dans Tu mérites un amour, son propre film, et je la trouvais fantastique, mais elle faisait des rôles de films plutôt naturalistes, avec beaucoup de dialogue, où elle a beaucoup de verve, elle exprime beaucoup les choses. Et là, c'était le rôle d'un personnage qui allait être tout le temps dans la retenue, puisque c'est un personnage qui exprime pas beaucoup ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Et quand elle s'exprime, souvent c'est du mensonge. Donc il y avait tout un travail autre à faire pour trouver comment elle allait exprimer les choses, parce qu'il fallait absolument qu'on sente une vérité chez elle, mais autrement, quoi. Oui, tu avais envie vraiment de la modeler autrement que dans d'autres projets où elle a travaillé. Enfin, oui, et qu'elle arrive à exprimer, parce que par exemple, Afsia, si vous la lancez sur des impros, elle est très très forte, mais du coup ça part, c'est impressionnant d'ailleurs, c'est magnifique, je veux dire, mais c'était pas du tout le personnage, et donc il a fallu trouver cet équilibre où parfois je lui disais, je fais pas un film sur Afsia Herzi, je fais un film sur Lydia, donc c'était ça tout l'enjeu. Et en fait, en même temps, elle a un instinct de jeu extraordinaire, elle est vraiment très très douée, et du coup, ce que je faisais, c'est que je partais toujours de son instinct de jeu, c'est-à-dire la première prise, mais même avec les autres comédiens, était toujours libre. Je leur disais, voilà, t'as lu la scène, tu connais la scène,
vas-y, propose. Et j'essayais de partir de cette première proposition. Après, on faisait plus ou moins, parfois on faisait beaucoup de prises. Mais j'ai essayé de déplacer cette proposition, de modeler, de parfois pousser à prendre des risques en disant bah tiens, essaye de prendre le contre-pied, etc. Et on se baladait comme ça, on travaillait vraiment en dentelle. Toujours, et puis Afsia, elle est très concrète. C'est-à-dire que dans une scène, presque, parfois elle faisait même la script du film, dans le sens où elle peut rappeler. Non, mais parce qu'elle a besoin que tout soit extrêmement logique, concret. Donc c'est vraiment un travail de détail très fort. Et en fait, donc on travaillait vraiment en dentelle en essayant d'essayer d'aller un peu à droite, un peu à gauche, etc. Et puis la dernière prise, je lui disais toujours, t'inquiète pas, la dernière prise sera à toi aussi. Parce que parfois, elle me disait, mais est-ce que t'es sûre qu'on va par là Et je lui disais, va par là, et puis après on ira si tu veux ailleurs. Et en fait, ce qui était très beau, c'est que au montage, je me suis rendu compte que sa première et sa dernière prise qui étaient libres n'étaient pas du tout identiques, étaient très différentes, et que finalement le chemin lui avait permis d'essayer des choses, mais que finalement dans la dernière prise, elle pouvait se réapproprier et à nouveau proposer quelque chose, mais qui avait quand même digéré tout le travail qui avait été fait, quoi. Donc c'était, voilà. Il faut dire qu'il y a aussi des très très belles scènes, c'est à la maternité. Enfin, d'ailleurs, c'est intéressant de te recevoir ce soir. Voilà. On est dans le sujet. Mais oui, mais enfin, voilà, si je peux me permettre. Mais c'est vrai que tu filmes très très bien, il y a un côté documentaire, vraiment à la maternité, qui est vraiment intéressant. T'as pu quand même fictionner, t'es rentré assez facilement dans cet hôpital, dans cette unité d'obstétrique. Bah, en fait, pareil, pour le travail de sage-femme, c'était un gros défi, effectivement, parce que je voulais surtout pas... En fait, je voulais que des sages-femmes puissent voir le film sans se dire mon Dieu, c'est mal fait, on n'y croit pas. Et je voulais aussi que des femmes qui ont accouché puissent voir le film sans se dire bon, j'y crois pas du tout, etc. Et donc en fait, au lieu de passer par la fiction, c'est un endroit où j'avais vraiment envie de passer par le documentaire, parce qu'en fait, j'avais une immense curiosité de filmer, par exemple, j'avais très très envie de filmer des visages de femmes en train d'accoucher, sans avoir à diriger une actrice et à lui dire bah là tu dois crier, tu dois avoir mal. Enfin, la fiction me paraissait tellement en dessous à cet endroit en dessous du réel, que je me suis dit en fait il faut au contraire que je mette la caméra au service du réel. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à plusieurs maternités l'autorisation, et on a eu l'autorisation de la maternité des Lilas. Ah, tu as tourné au Lilas. Hein, on a tourné au Lilas, la maternité mythique. Oui, qui est une maternité mythique pour beaucoup de raisons. Et en fait, en même temps, je faisais pas un documentaire, il fallait que je lie vraiment la fiction au documentaire. Donc j'ai proposé à Afsia de venir avec nous. On était une équipe de 3 parce qu'il fallait qu'on soit très discrète. Et en fait, donc on a suivi toutes les gardes d'une sage-femme qui était un peu la mentor de Afsia. Et en fait, on attendait dans les couloirs, et dès qu'une mère, une future mère arrivait, moi j'allais présenter le projet, je lui demandais si ça pouvait l'intéresser, etc. Et pour les mères qui donnaient leur consentement, on participait à leur accouchement, on assistait à leur accouchement. Et Afsia, en fait, secondait la sage-femme, mais à tel point, parce qu'en plus les accouchements, souvent c'est très long. Et donc, au bout d'un moment, en fait, on créait une relation avec la mère, et du coup, Afsia, non seulement secondait la sage-femme, mais même, en plus la sage-femme était souvent débordée, mais même, en fait, a pu petit à petit accomplir elle-même certains gestes pour aider les mères pendant les contractions, etc. Et ce qui a du coup fait une espèce de rencontre assez dingue entre réel et fiction, pendant ces accouchements, et en fait les mères qui ont participé étaient même très heureuses de ça, c'est-à-dire ça. Voilà, donc ça a été un super document aussi, un super souvenir. C'est extra. Déjà, félicitations. Merci. On avait vraiment adoré, je pense, tous les quatre déjà. Merci. Et c'est mes amis, ça fait plaisir. De base, on pense partir sur une histoire d'amitié du coup. Ouais. Mais de fil en aiguille, on se dit
que finalement c'est peut-être une histoire d'amour. Enfin, Ouais. on termine sur une histoire d'amour. Et savoir si finalement les personnages, j'ai une question aussi pour toi du coup en passant, savoir si par exemple Joe de base, au tout début, il aime bien Lydia de base ou pas du tout. Parce qu'il a quelques interactions avec elle, mais elles sont pas vraiment très amicales, comme quand elle lui pose la question pour le prénom. Ouais. Il rembarre un peu, et Ouais. puis du coup on se demande si de base il n'était pas un peu comme le résultat final, quand à la fin c'est les psychiatres et les psychologues Oui, qui comme se si, disputent, voilà, ouais. comme si finalement Salomé était à l'inverse de... Bah, c'est vrai, alors tu vas me dire, tu veux peut-être répondre toi d'abord ce que toi t'avais le sentiment enfin, Moi, enfin, je suis content que tu aies remarqué ça, mais c'était un des points qui me plaisait avec mon personnage, c'est ce côté où j'ai l'impression que c'est le seul qui est un petit peu alerte, qui est un petit peu en mode à quoi elle joue celle-là en fait. Et je pense qu'à l'origine, enfin, ce que j'ai aimé me raconter moi, c'est que bon, c'est la meilleure amie de sa meuf, tu vois. Ok, pas de problème, je pense pas qu'il ait d'affinité plus que ça avec elle. Mais il n'a pas de souci particulier non plus, c'est juste la meilleure amie de sa copine, de sa femme, voilà. Et en fait, le truc est qu'il va voir qu'il y a un truc un peu bizarre qui commence à se mettre en place, et je pense que c'est un des premiers dans le film qui s'en rend compte, et ça, j'aimais bien jouer ce truc-là, je trouvais ça cool. Oui, oui, en fait, effectivement, il y a une dynamique entre deux aussi qui est liée. En fait, Lydia et Salomé ont une relation très très fusionnelle qui date de bien avant la rencontre entre Salomé et Jonathan. Donc on sent que effectivement, Jonathan n'a jamais tout à fait trouvé sa place dans cette amitié et que Lydia et Jonathan restent à une certaine distance, enfin sont effectivement pas totalement, sont pas les meilleurs amis du monde, mais sans qu'il y ait vraiment de problème. Mais effectivement, c'est vrai que finalement, Jonathan est un peu celui qui... Tu avais raison, quoi. En tout cas, qui, depuis le début, a le sentiment... Enfin, qui a assez petit à petit le sentiment que quelque chose ne va pas. Mais il n'arrive pas à le nommer. Et surtout, il se retrouve face à Salomé qui lui dit, qui lui reproche de ne pas être assez tendre avec son ami, alors qu'en plus son ami fait beaucoup pour eux. Donc tout ça est un peu complexe, ouais, effectivement, autour de ce trio. Merci. Merci. Moi j'avais une... Oh, ça parle fort. J'avais une question, ça je remarque pas. En fait, Lydia, elle s'empêtre dans un mensonge, mais elle a à plusieurs moments des portes de sortie un peu de ce mensonge-là, et à la fin, en fait, le portrait qu'on a d'elle, c'est un peu une... Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, elle est un peu folle, en fait, mais... Enfin, je dis ça, c'est un peu fort, mais... On n'est pas loin de quelque chose comme ça. Hein, moi, et... le border. Du coup, je sais même pas si c'est vraiment une question, mais en fait, pourquoi ou comment vous est venue l'idée de partir du mensonge et d'arriver à cet état un peu de folie? Enfin, qu'est-ce qui a inspiré ça? Je sais pas si c'est très clair comme question. En tout cas, en fait, le film, il est construit dans l'idée d'effectivement de mener un peu une enquête sur cette femme et de se demander comment elle glisse progressivement et petit à petit dans cette spirale de mensonges dont elle n'arrive pas à se sortir et qui effectivement peut-être peut rendre fou. Et je laisse la question assez ouverte à la fin sur justement parce que le procès, ils ont besoin, les experts ont besoin de dire... de trancher la question de est-ce qu'elle est psychotique, est-ce qu'elle est manipulatrice, pour juger. Mais moi, c'est pas mon rôle. C'est-à-dire que justement, le cinéma, il a une grande chance, c'est qu'on n'a pas besoin de juger et qu'on peut accompagner des personnages sans les juger. Et c'était très important pour moi. Et donc de partir en fait de la frustration du procès qu'a ressenti notamment Milos, pour essayer de s'approcher de manière plus émotionnelle du personnage et d'essayer de comprendre ce qui est compréhensible. Effectivement, il y a plein de moments, vous avez raison, elle a des portes de sortie, mais en fait, pour moi, c'est justement cette idée que plus le mensonge avance, plus en fait, il y a quand même quelque chose de vrai qui est en train de se créer avec Milos, avec cet enfant aussi. Et donc, plus, en fait, elle se retrouve piégée et elle n'arrive plus à défaire, parce qu'en fait, c'est un peu comme une maison qui se construit avec des fondations, effectivement... un peu pourri, quoi, mais
il y a des choses bien qui se font par-dessus, quoi. Et donc, voilà, elle est complètement tiraillée, quoi. Donc c'est ce mécanisme-là, et j'ai le sentiment que le mensonge, évidemment, est énorme, mais qui peut parler à chacun de nous, parce que je pense qu'on a chacun, un jour, un petit peu travesti la vérité, notamment par envie de plaire ou par envie de correspondre à une image que l'autre nous renvoie, et finalement en se demandant mais comment je m'en sors, quoi. Donc j'ai le sentiment que son mensonge est malgré tout, même s'il est énorme, il est grave, mais il est humain aussi. Voilà. Ça c'est vraiment, je préfère en fait chacun effectivement interprète un petit peu pourquoi est-ce que au départ elle se laisse happer. Il y a effectivement la piste de la vengeance, il y a aussi la piste de... en fait, effectivement, ça part aussi d'un quiproquo, c'est-à-dire c'est lui qui lui dit qu'il la prend pour la mère parce qu'elle est avec cet enfant dans les bras et elle incarne cette image comme ça, d'Épinal presque, de la Madone, quoi. Et une autre piste, ça pourrait être qu'en fait, justement, tout d'un coup, le regard de cet homme se pose sur elle enfin, et elle est comme ravie à elle-même, et elle s'abandonne à ce regard un instant, et puis en fait, tout d'un coup, elle y retourne, et elle y retourne, et puis elle agrandit le mensonge, etc. C'est une vraie question, et en fait, effectivement, il y a plusieurs pistes possible, et moi j'ai pas envie de trancher, d'ailleurs je suis pas sûre d'avoir tranché, mais la vengeance est tout à fait une possibilité, et on s'était beaucoup amusé aussi à même faire des prises où elle était plus vengeresse, enfin voilà, avec Afsia on a justement cherché plein de possibilités, plein de façons possibles de jouer ce moment, effectivement. Et d'ailleurs il y a un moment donné ça devient carrément angoissant parce qu'on est vachement pris justement par cette histoire et on flippe, on se dit ah je sais pas mais on est qu'est-ce qui va se passer, mais on est là et tout. Moi je trouve que tout le déroulement, toute la deuxième partie du film elle est très impressionnante dans ta mise en scène, parce que si on aime le cinéma un peu où il y a justement ce qui n'est pas facile à faire au cinéma, je parle en tant que spectateur, le suspense, on voit tous les films, tous ces films américains qu'on a aimés dans les années 50, 60, enfin on parle d'Hitchcock même à la rigueur, parce qu'on peut inconsciemment penser à cette figure lointaine, mais il y a une véritable angoisse, ça a dû être, d'un point de vue scénaristique j'imagine, ça a dû être un peu compliqué quand même à traduire quand même tout ça, comment tu as travaillé tout ça? En fait, j'ai travaillé. Effectivement, il y a une tension. En fait, je voulais que dans le film, on soit aussi proche de la tension que ressent Lydia. C'est-à-dire qu'en fait, plus le film avance, plus en fait la tension monte, mais aussi parce que plus Lydia se piège et elle-même est tendue et terriblement ne sait plus comment s'en sortir. Donc après, il y avait effectivement, en fait, je pense que ce qui m'a aidé, c'était le processus de ce double point de vue entre l'image qui nous fait suivre vraiment le point de vue de Lydia, et en même temps cette voix off qui annonce très tôt le procès, donc qui annonce très tôt une issue tragique, et en même temps qui du coup me permet effectivement un peu à la Hitchcock, enfin moi c'est un cinéaste que j'ai beaucoup regardé adolescente, Vertigo, Marnie, c'est des films qui m'ont beaucoup marqué, et qui parlent aussi de femmes énigmatiques, et qui voilà et en fait, la voix off me permettait aussi à la fois d'installer une tension, mais aussi du coup de prendre le temps de s'interroger sur le glissement de cette femme, et finalement cette annonce tragique, finalement c'est comme un paradoxe, c'est-à-dire que finalement elle permet de prendre le temps de s'installer avec le personnage parce que la voix off est là. Donc elle me servait aussi à ça, quoi. Je sais pas si... Ouais. Oui, non, c'est très bien. Mais merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est très très bien fait. Franchement, jusqu'à la fin, la scène finale où elle est à l'hôtel, la scène de l'hôtel, je trouvais très 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 bien foutue, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous... Bravo. Déjà. Merci. Je voulais vous demander, justement, en parlant de la scène de l'hôtel, qu'est-ce qui fait qu'elle choisit cette porte de sortie-là et pas une avant ou une après, plus que... Parce qu'elle n'est pas plus... C'est pas pire que avant. Enfin,
pourquoi celle-là plus que... Et pas un jour de plus encore Ah oui, avec d'accord. Tota, par exemple. Je pense qu'en fait, c'est une bonne question. Je pense que, en fait, elle a besoin d'aller au bout. Donc, elle va vivre cette espèce de rêve de famille idyllique en Normandie. Et en même temps, à la fois c'est idyllique et en même temps, je pense qu'en le vivant, justement, elle se rend bien compte qu'en fait, un, c'est impossible. Et deux, c'est un peu ce que dit la voix off à un moment, c'est en fait... la pensée de son amie la déchire trop, c'est-à-dire elle sait quand même qu'elle a laissé son amie, et donc il y a quelque chose où elle sait que ça peut pas justement continuer à durer, donc ça dure l'espace d'une nuit très angoissante pour elle, où souvent la nuit en plus les angoisses nous assaillent beaucoup plus fortement, et où du coup pendant cette nuit-là en fait elle comprend qu'elle doit appeler son amie et qu'elle doit se rendre, et que voilà, et pour moi c'était important que ça vienne du personnage effectivement, et que plutôt que la police la retrouve un jour plus tard, ou voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi beaucoup aimé, j'ai trouvé le film très émouvant. Merci. Et je voulais revenir sur le titre du film, où il y a le terme de sens, quoi, les deux sens qu'on peut entendre au terme de ravissement. Oui, ça. Ouais. Et donc l'enlèvement et ce rêve un peu de sublimé de la famille aussi, ce qui fait qu'on a du mal aussi à en vouloir à Lydia, et qu'elle reste très attachante en fait, et on a du mal à la trouver antipathique ou manipulatrice ou de ce fait-là. Moi j'ai aussi beaucoup aimé la scène où elle raconte l'accouchement, où là justement elle est plus dans le mensonge et qu'elle raconte réellement c'est la vérité en fait, comment ça s'est passé, où elle a eu vraiment très peur que l'enfant l'enfant est vraiment un miracle, et tout ce qu'elle a pu faire aussi pour sauver cet enfant-là, quoi, et la maman en fait aussi. Voilà. Ouais. Moi, j'ai trouvé ce passage-là très très émouvant. Merci beaucoup, et oui effectivement c'est un endroit où on sent que justement la frontière entre mensonge et vérité est très fragile, très fine, et qu'elle-même, en fait, par le biais de ce mensonge... L'ambition, c'était aussi que par le biais de ce mensonge, en fait, étrangement, elle arrive à s'ouvrir, et elle arrive, en fait, alors qu'au départ, dans toute la première partie du film, elle a beaucoup de mal à se livrer, elle a beaucoup de mal à dire les choses, en fait, petit à petit, par le biais de cette fausse identité et de ce mensonge, elle arrive à se livrer à Milos, elle arrive à dire du vrai. Et pareil, Milos, au final, c'est étonnant parce qu'il se révèle aussi dans le mensonge, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un homme qui veut pas d'enfant, qui a pas de désir de paternité, qui est tout seul, etc. Et par le biais du mensonge, il va quand même éprouver des sentiments pour cet enfant, pour cette femme, etc. Et découvrir des choses sur lui-même. Et voilà, c'était vraiment ça, c'était vraiment la direction, une direction très très importante pour moi dans le film, quoi. Merci. Bonsoir, merci beaucoup, c'était très beau et bravo aussi Inès. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau aussi, c'est la sincérité quand même de Lydia dans l'amour pour cet enfant. Ouais. Qui contredit complètement avec le glissement de son mensonge. Par contre, elle est toujours attachée à l'amour de cet enfant qui, je trouve, très beau et qui est gardé tout le long du film. Et on aurait pu se demander, enfin je me suis demandé en tout cas, qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant, est-ce qu'elle va lui faire du mal, etc. Et il y a cet amour-là pour cet enfant, et aussi pour du coup son amie, mine de rien, puisqu'elle est tiraillée par cette douleur, qu'elle ressent aussi elle. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, effectivement, elle est. Non, mais vous avez raison. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas s'il y a une C'était question. pas une question. Non, oui, c'est ça. Merci. Envie de sortir. Merci beaucoup. Merci. Du coup, ma question c'était est-ce que réaliser ce film, ça t'a créé des doutes vis-à-vis de tes amis à toi, genre? Oui. Et non, c'est plus, est-ce que tu aurais réagi comme Salomé? Est-ce que tu te vois comme Salomé dans le film ou plus comme Lydia? C'est une bonne question. Je pense que j'ai donné beaucoup de moi aux deux personnages, et même à tous les personnages du film. Je crois qu'on peut
En fait, ce que j'adore justement dans l'écriture, puis dans la mise en scène, c'est que par le biais de la fiction, parce que je suis vraiment partie d'une fiction totale, c'est pas du tout autobiographique ou quoi que ce soit, on peut investir, enfin par exemple pour Lydia, j'ai constamment essayé de me mettre à sa place et d'essayer de faire appel à des choses que j'avais pu ressentir pour essayer de comprendre comment concrètement, dans chaque situation, elle fait pour glisser, glisser, glisser. Et c'est en ça que je dis, je faisais appel même à... et je dis, il faut faire appel à des choses plus simples, mais qui font appel au même mécanisme de comment un jour j'ai pu glisser dans un mensonge, puis un autre, comment un jour j'ai perdu confiance et j'ai eu le sentiment de me travestir légèrement pour plaire, tout ça. Enfin voilà, donc je pense que j'ai beaucoup donné à Lydia de moi ou de vécu. Je pense que Salomé aussi. J'ai essayé de vraiment d'investir cette question du postpartum, de la maternité et de la complexité que c'est de devenir mère et que c'est pas forcément évident pour tout le monde. J'ai investi aussi beaucoup de mes amis dedans, mais c'est le cas en fait pour tous les personnages, pour le personnage de Jonathan, pour le personnage de Milos aussi. Donc voilà. Tu veux pas nous dire alors? Quoi? Tu veux pas nous dire laquelle des deux t'es alors? Ce que je peux dire, c'est que j'ai choisi Lydia comme personnage principal, donc il y a quelque chose chez elle qui m'émeut, mais aussi parce que justement, je suis toujours très intriguée par des personnages qui agissent pas de façon moralement bien, c'est plus intéressant. Bah moi, ça me m'intéresse bouleverse plus, aussi, ouais. mais on aurait tout à fait pu imaginer le film du point de vue de la meilleure amie, mais voilà. Et Younes, toi, tu aimes jouer, c'est quelque chose qui te procure un... Raconte-nous un peu cette sensation que tu as quand tu... Mais j'adore jouer, et même, enfin, c'est pour ça que je suis très fier. Enfin, vraiment, j'ai le sentiment d'avoir un petit rôle dans ce film, mais je suis quand même très fier d'être là et de faire partie de l'aventure et tout, parce que enfin, j'avais quoi, 7 jours de tournage, il me semble, sur le film, et c'était 7 jours vraiment, enfin, j'ai aimé être là-bas, et surtout, c'était fidèle. Moi, vraiment, ce qui m'a marqué aussi, c'est que le film était fidèle au scénario, et vraiment, ça, je trouve que c'est difficile. Enfin, j'ai aimé le scénario. Il y a des films dans lesquels j'ai joué, j'ai aimé le scénario, j'ai pas aimé le film derrière. Là, il y a un truc qu'on retrouve, et ça, c'est dû, je trouve, beaucoup à la justesse de l'écriture de quelqu'un. Et Iris écrit super bien, je trouve. Donc voilà, bravo Iris. Merci, bravo à toi, parce que c'était pas facile, c'était pas un personnage facile en plus à interpréter, et justement tu lui as donné corps très vite aussi, et voilà, je me souviens que j'avais pas besoin en plus de te reprendre. On se lance des compliments, j'adore. Voilà. Moi j'ai encore envie de rebondir, parce que désolé. En fait, il y a le moment où on apprend qu'il y a un procès, qui du coup à ce moment-là on se dit ok. On n'entend pas, pardon. Ah pardon, Ouais. désolé. Le moment où on apprend qu'il y a un procès qui est placé vraiment très subtilement en plus, on se demande tous, enfin avec Marion on s'est posé la question de qui allait porter plainte, qui allait déclencher, quelle allait être la fin. Au début on s'est dit que c'était Milos. Quand on voit qu'il rencontre sa famille, ça devient important. Le narrateur, et puis au final on se met un peu à sa place comme si on regardait de loin le procès, etc. Et que lui, c'est comme lui, il avait vu l'histoire se dérouler, quoi. Et du coup on a un peu l'intrigue de qui va porter plainte, et au final on tombe sur Salomé. Du coup je me demande si... c'est les deux. On se demande si finalement t'as hésité à un moment donné entre une fin ou une autre, enfin, que ce soit Milos qui porte plainte ou finalement la fin qui a été faite. Qui porte plainte pour le procès? Oui, voilà, en gros. En fait, de toute façon, en fait, c'est Jonathan et Salomé qui finissent par appeler la police. Et après, comme ça devient en fait, quand ça devient un crime ou une affaire pénale, de toute façon, l'État se saisit de l'affaire et c'est le procureur. Mais effectivement, Salomé, Jonathan et Milos se constituent partie civile, ce qui veut dire qu'en fait, ils participent au procès en tant que victimes. Donc, se constituer partie civile, ça veut dire
qui participent au procès en plus du procureur. Mais de toute façon, quand il y a une infraction pénale, en fait, ça dépend même pas. À un moment, ça dépend plus que des parties civiles, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, l'État va poursuivre Lydia parce que voilà, elle a entravé l'ordre public, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Bravo. J'ai Merci. passé un très très bon moment. Merci. Plein de rebondissements. Oui. Ça nous prend au cœur, au trip, comme on dit. Et je voulais revenir sur l'écriture dont tu as très bien parlé. Et étrangement, j'ai ressenti aux images, très très bien filmées, que l'écriture était aussi très évoluée. Alors, je sais pas, j'ai vu qu'il n'y avait pas de scénariste non plus. Bah, moi, je suis... Oui, non, enfin, je veux dire, un scénariste en plus, extérieur. oui, d'accord. Souvent, je voulais savoir, entre l'interligne dans le fait divers et, on va dire, la première version de scénario, il s'est passé combien de temps? Puis la deuxième question, est-ce que le producteur, après, a redemandé des écritures, a voulu retravailler sur certains points, a fait évoluer les personnages aussi de son point de vue, de son point de vue de producteur, pour mettre en œuvre, des producteurs, ce que j'ai vu. Oui, ils sont deux, ouais. Ouais. Alors, en fait, disons, la première version, c'était une écriture assez rapide. Il y a d'autres écritures que j'ai faites qui étaient beaucoup plus lentes, mais celle-là, c'était assez fulgurant. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du fait divers, j'ai d'abord écrit un récit sans me soucier de la forme scénaristique. Et c'est de ça qu'est tirée la voix off. C'était le récit pour m'interroger sur cette femme qui était un récit assez long, en fait, mais sous forme littéraire. Et je pense que ça m'a pris à peu près 2 mois. Et après, je l'ai transformé. Ça, je l'ai fait lire à absolument personne. Et je l'ai transformé assez rapidement en scénario. Et à ce moment-là, effectivement, je l'ai fait lire aux producteurs. Les producteurs, à ce moment-là, ils font plein de retours, mais ils essayent pas, enfin, en tout cas, dans ce travail-là, en tout cas, dans tous les producteurs que j'ai connus, ils participent pas à l'écriture du personnage, mais par contre, ils font des retours de... ça, je trouve ça intéressant, ça, je trouve ça... Enfin, ils disent leur ressenti. Et après, à nous, en tant qu'auteurs, d'entendre certaines choses, de voir ce Poser des questions, tout simplement, pour faire évoluer. Oui, c'est ça. Ils essayent de faire avancer. Et ensuite, suite à ça, j'ai refait une autre version, une V2. Je pense que ça m'a pris aussi 1 ou 2 mois à peu près. Et à partir de cette V2, en fait, on a envoyé en financement la V2. On a eu la chance, en fait, d'avoir très vite la région Île-de-France. Il y a un peu dans les financements, il y a un peu un effet de mouton, c'est-à-dire il faut réussir à avoir un premier financement important pour que les autres suivent. Et en fait, une fois qu'on avait à peu près financé le film, j'ai fait une 3e version, mais cette fois-ci, je l'ai faite une fois que j'avais le casting, pour faire vraiment une vraie version de tournage, où j'ai essayé d'incorporer aussi certaines choses des comédiens et comédiennes. Par exemple, Milos, il avait une autre origine et en fait, Alexis Mananti est serbe, enfin moitié serbe, et du coup, j'ai décidé de changer son origine et de m'inspirer d'Alexis pour retravailler le personnage de Milos. Enfin, voilà, certaines choses comme ça que j'ai retravaillées pour le tournage, vraiment quoi, de façon très concrète. Voilà, il est bouleversant aussi, Alexis, dans son rôle de père. J'ai été beaucoup touché, parce qu'au début, il n'est pas du tout concerné, quoi. Loin de là. Et puis je me dis, mais le pauvre, quand il va savoir, enfin... C'est sûr. Il va tomber de haut. Bon, enfin, finalement, il l'aime, quoi. Oui, et puis en fait c'est un personnage qui je pense est assez complexe parce que je voulais pas faire juste un personnage je voulais pas que ce soit juste un homme victime. Je voulais que cet homme en fait revienne sur cette histoire et s'interroge quand même aussi sur non seulement ce qu'a vécu cette femme finalement, mais aussi quel rôle, quelle place il a tenu dans ce mensonge, c'est-à-dire pour la justice, c'est assez simple, évidemment il est victime, mais dans sa tête à lui, je pense que c'est plus complexe parce qu'en fait il se dit mais est-ce que j'ai pas aussi participé à ce mensonge, dans le sens où est-ce que j'ai pas aussi voulu croire, est-ce
est-ce que j'ai pas provoqué quelque chose, et donc il a cette complexité-là qui était très importante pour moi chez un personnage masculin au cinéma aujourd'hui. Je pense qu'il n'attendait que ça dans sa vie. Peut-être, voilà. Excusez-moi, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'à un moment, elle lui dit, mais je n'ai pas d'enfant, c'est pas Oui, bien. bien sûr, oui, elle lui tend une perche. À un moment, oui. Elle le dit, elle bien dit, sûr. C'est lui qui n'entend pas ça. Bah oui, non mais c'est pour ça que ouais. Dès le départ, il n'entend pas ce qu'elle lui dit. Oui, bien sûr. Il y a un moment de totale vérité, justement. Ouais. Si le mensonge peut se faire, et que c'est aussi fort d'ailleurs, c'est que justement, elle se dit, mais je leur dis que c'est faux et ils m'entendent pas. Alors autant rester dans le mensonge dans ce cas-là. Parce qu'elle a plus de gains de tirer le fil du mensonge, de gains parce que ça la rapproche aux autres, parce que ça la met en valeur, parce qu'elle est plus souvent avec le bébé, parce que etc. Donc elle a plus de choses pour elle dans le mensonge, puisque personne ne veut l'entendre dire la vérité, alors pourquoi continuer? Et puis, c'est terrible ce que vous avez fait, parce que... Non, mais c'est vrai que c'est terrible, parce que d'abord, dès le départ, on sait qu'il y a une histoire de procès, et moi, pendant tout, je me dis, c'est pas vrai, elle va tuer quelqu'un, enfin, il y a un truc... Mais oui, parce qu'on est tellement habitués à des trucs hyper durs, parce qu'on vit quand même dans un monde difficile, et je me dis, mais c'est quoi quelle horreur ce truc, mais quelle horreur, parce que c'était tellement finement fait, quoi. Mais tout est en douceur, mais c'est une horreur. C'est juste la chambre d'hôtel, mais la chambre d'hôtel. Mais je dis, mais elle va balancer le gosse par la fenêtre. Mais c'est l'horreur totale. Voilà. Mais c'est l'horreur totale. Et ça monte crescendo comme ça, et on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais on vous déteste là. C'est vachement bien fait. C'est hyper bien joué, c'est hyper bien filmé, c'est très très bien écrit. C'est affreux, quoi. C'est affreux. Merci. Merci pour votre... Une petite dernière. Oui. Oui, bonsoir. Non, moi la question est de... Souvent on a des personnages où les métiers ne servent pas forcément dans le scénario, dans la dramaturgie. Et comment ça vous est venu, sage-femme et chauffeur RATP, machiniste. Est-ce que c'est venu directement ou bien vous avez galéré à trouver ces métiers-là? Alors non, c'est venu tout de suite. Le métier de sage-femme, en fait, je trouvais ça assez beau et important que justement ce soit... En fait, je tenais à ce que Lydia, elle ait un métier qui soit très important pour elle. C'est un métier qu'elle adore et dans lequel elle est forte, elle est douée. Et justement, je voulais pas raconter au départ l'histoire d'une femme qui est tout de suite marginale ou qui est... Enfin, je voulais quelqu'un de sérieux qui a un travail qui va aussi lui permettre justement de s'occuper de la grossesse de sa meilleure amie et justement qu'on sente petit à petit que au départ le geste qui est totalement légal, qui est médical, qui est un geste de soin et d'attention grandit, dévie, on commence à le sentir pendant l'accouchement et puis en fait petit à petit il y a le geste qui devient d'abord un geste d'emprunt et puis un geste de rapt. Donc il y avait vraiment cette idée du grossissement du geste qui me paraissait très cinématographique en fait. Et puis c'était un métier que j'avais très envie de filmer parce que c'est aussi un métier de geste, un métier où les mains sont importantes, etc. Et puis aussi c'est cette idée que je trouvais très belle que en fait à la naissance d'un être humain, il n'y a pas une personne, il n'y a pas juste la mère, il y a deux personnes et il y a ce lien assez incroyable entre la mère et la sage-femme qui parfois se connaissent même pas avant. Enfin, donc c'était des choses que j'avais très envie de filmer tout simplement. Et pour le machiniste, pardon, c'est un conducteur qui m'a corrigée. Justement, je voulais vraiment raconter des solitudes urbaines. Et des vies qui sont légèrement en décalage, des personnes qui vivent un peu à contre-courant. Et donc je voulais aussi quelqu'un qui avait un métier qui faisait beaucoup d'heures de nuit, qui avait ce rapport à la nuit, à la ville, qui me paraissait très important, et aussi
c'est des métiers qui sont très très importants dans la société, machiniste ou sage-femme, en même temps qui sont très dévalorisés par moments, notamment en termes de salaire, etc. Et donc finalement, je trouvais très beau l'idée que ces deux personnes allaient se retrouver, ces deux solitudes allaient se rencontrer un soir et allaient comme ça finalement passer un moment ensemble, et que pour moi c'est comme deux solitudes qui se côtoient, qui se tournent autour, mais qui se comblent jamais vraiment tout à fait. Enfin voilà, donc voilà, c'est venu comme ça. Pour rebondir d'ailleurs sur les métiers, pardon, excuse-moi. Ouais, non, je disais juste, du coup, le dosage est très bon parce que on a effectivement les personnages qui ont leur solitude, mais qui naissent vraiment avec l'enfant et l'image de la famille. C'est très bien dosé, bravo. Merci beaucoup. Et ouais, sur l'importance de ces boulots-là, je me souviens qu'il y a une scène qui me marquait, qui est toute simple, mais quand on voit Lydia qui, après toutes les gardes du début qu'elle fait, enfin où elle a accouché, etc., quand on la voit dans le bus, justement au milieu de tout le monde, je sais pas, c'était une image qui était forte, je trouve, de dire, enfin, cette nana-là, elle était là, elle était en train d'accoucher des bébés, elle fait, enfin, c'est un métier de fou, en vrai, moi j'arrive pas à me... En fait, après, elles sont parmi nous, comme ça, et font... et je trouve ça assez ouf. Oui, et puis il y a cette sensation assez forte quand on a eu une énorme journée. Enfin, je sais que moi, c'était une des premières images qui m'est venue de Lydia. C'était effectivement ce truc de la journée ou de la nuit qui n'en finit pas. Elles font sur le papier 12 heures, en fait, 14-15 heures d'affilée. Et puis, en fait, après, effectivement, il faut prendre les transports, il faut se retrouver un peu serré, un peu... Enfin, effectivement, il y a ce... Enfin, moi aussi, en fait, les moments, par exemple, de trajet des personnages, c'est des moments qui sont très, très importants pour moi au cinéma. C'est souvent dans ces petits moments vides, entre guillemets. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup la dernière question sur le travail, là, enfin, sur parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand on prend les grands cinéastes, ceux qu'on aime le plus en tous les cas, que ce soit des films de divertissement, des films d'auteurs pointus, des choses comme ça, c'est des gens qui ont, quand ils filment des gens au travail, ils savent pourquoi et comment ils les filment et tout ça. Là, je trouve qu'on a un cinéaste qu'on aime beaucoup en ce moment, qui est aussi un film Diaphana, bon ben voilà, c'est Les Feuilles Mortes par exemple, à Kaurismäki, qui filme toujours qui a une manière de filmer le travail, toujours les postes. Là en l'occurrence, c'est vrai qu'on a un chauffeur de bus, une sage-femme. Il y a quelque chose aussi de, je sais pas, d'un peu, enfin pas lyrique, mais c'est pas ça, mais non, justement. Par exemple, la scène de la rencontre, quand ils vont boire un verre dans le café, et qu'ils sont tous les deux dans le café, il y a quelque chose de super beau, super fort, il y a une espèce de vide existentiel, parce que tous les deux, ils sont au carrefour ils ont à la fois leur boulot et tout ça, peut-être elle l'aime en tous les cas, mais il y a quelque chose de très beau et qui fonctionne de par leur travail. Enfin, je trouve que c'est très très bien la manière dont tu filmes le travail aussi, parce que on y croit. Voilà, et les cinéastes dont on croit, je pense que c'est... Voilà. En tout cas, on est super fiers que tu sois venu ici, Younes, merci à toi. On va... Moi, je voulais remercier Iris,